Donc, bonjour à tous. Bonjour, c'est bon, j'ai la connexion internet, on va pouvoir commencer. Donc, enchanté, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Donc, je m'appelle Johnny Da Silva, je travaille chez Capgemini. Ça fait presque 20 ans que je suis dans le monde de l'IT. Donc, j'ai pu voir toutes les évolutions technologiques de ces 20 dernières années. Pour un passionné comme moi, ça a été palpitant. L'arrivée d'Internet, l'externalisation dans des data centers, et puis depuis quelques années maintenant, le cloud. Donc le cloud, moi j'en fais depuis, le cloud, le vrai cloud, on va y revenir tout à l'heure, j'en fais depuis 2012. Et c'est vraiment en train de révolutionner complètement le monde des entreprises. Et c'est un sujet aujourd'hui qui est dans la bouche de tous les DSI, de tous les patrons de grands groupes, cette transformation cloud. Donc vous allez forcément, dans votre parcours professionnel, avoir à travailler sur du cloud. Donc je pense que c'est important d'avoir cette introduction. Donc avant de commencer, peut-être un petit tour. Qui connaît déjà un peu le cloud? Qui en a déjà fait? Par exemple, si je vous parle d'Amazon Web Services, qui a déjà un compte? De la main. Google, Cloud Platform, Azure. C'est des choses que vous connaissez déjà. Dans le cadre de votre parcours d'étudiant, vous avez déjà mené des projets sur ces plateformes ou c'est plutôt de manière personnelle? Perso? Et grande. D'accord. C'est une plateforme parmi tant d'autres. Très bien. Donc on va avancer. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, alors c'est une session interactive, hein, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Il ne faut pas que ce soit un monologue, hein. L'idée c'est d'échanger. De faire déjà une première présentation, l'historique du cloud. Alors, je ne vais pas y passer trop de temps, mais ça permet de poser les bases et puis de rappeler quelques concepts importants aussi. Vous parlez du cloud en entreprise. Pourquoi ça bouge énormément? Pourquoi il y a un marché qui est en pleine expansion sur le cloud? Vous parlez des offres leaders du marché. Alors désolé, j'ai pas grandi, mais bon, il y en a d'autres. Et puis on terminera par un petit épée, vu qu'on a la connexion Internet. Donc l'idée c'est de créer un petit microservice en s'appuyant sur des technologies Amazon Web Services, serverless. Ça vous parle Lambda? Oui. Oui, il y a déjà des bombes. On fera un petit épée avec Lambda à la fin. Voilà. Alors, l'historique. Donc, l'évolution, dans le temps des dinosaures, voilà, on était sur du on-premise. En 1990, je n'avais pas encore commencé à travailler. On était vraiment sur des gros systèmes, un informatique très centralisé, donc très peu ouvert vers l'extérieur, avec des applications très monolithiques, etc. Il y a eu une première grosse révolution, c'est l'arrivée d'Internet. Donc, quand Internet est arrivé au début des années 90, déjà les entreprises ont commencé à s'ouvrir beaucoup plus facilement à l'extérieur, à échanger des données, à aussi toucher des clients, parce que c'est un des points importants d'entreprise, c'est de pouvoir dialoguer et toucher son marché, donc pouvoir mettre des vitrines commerciales sur Internet. Donc ça a été vraiment une révolution technologique qui a vraiment permis de faire cette transition entre un monde où l'IT était vraiment réservé à des processus internes, à l'entreprise, à une ouverture vers l'extérieur, vers les clients et vers des vitrines plus marketing et commerciales. Avec tout ça, il y a eu un développement très fort des applications informatiques et les entreprises ont commencé à avoir des difficultés à héberger ça en interne. Voilà, pour plusieurs raisons, de sécurité, de redondance, de problèmes électriques, de clim, etc., etc. Et donc, à partir des années 2000, on a commencé à avoir beaucoup d'entreprises qui externalisaient leur IT à l'extérieur de l'entreprise, vers des acteurs type IBM, HP et autres. À partir de 2005, ces serveurs qui étaient hébergés sur du matériel physique, un système, un OS sur une machine, on a commencé justement, parce qu'on avait ces gros data centers avec des milliers de serveurs qui prenaient de la place, à vouloir consolider
cette informatique avec la virtualisation. Donc à partir de 2005, il y a vraiment donc, VMware notamment, mais il y a eu aussi d'autres initiatives open source avec Xen, puis après KVM, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de consolider le matériel pour créer des machines virtuelles. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez tous la virtualisation, hein, c'est devenu un standard, et qui a été également quand même un élément déclencheur du cloud. Donc en 2008, on a commencé à avoir du cloud. Alors c'est vrai qu'au début, on disait bah, le cloud, c'est de la virtualisation, mais pas que. Ça a juste permis effectivement de pouvoir faire du cloud plus facilement, mais le raccourci de dire que le cloud, c'est de la virtualisation est pas bon. On va le voir après pourquoi. Donc à partir de 2008, Amazon notamment a commencé à mettre en public des services qu'ils utilisaient en interne. Donc c'était du stockage, c'était le S3, le stockage objet dans un premier lieu, et a créé un nouveau modèle économique qui était du paiement à l'usage. Jusqu'à présent, quand on avait son data center externalisé, même si c'était virtualisé, les entreprises s'engageaient sur plusieurs années, voilà, sur des contrats de 3 ans, 5 ans, sur un matériel qui était figé. Donc il y avait beaucoup de contraintes, notamment aussi pour déployer les infrastructures. C'était des gros projets, voilà, de plusieurs centaines, voire de milliers de jours, et donc des temps de mise en œuvre très, très longs. Le cloud a apporté vraiment quelque chose de nouveau, à la fois sur l'aspect économique, donc le pay-per-use, je ne paye que ce que je consomme, et la capacité à aller très vite et d'avoir cette capacité à automatiser aussi les déploiements. On va y revenir tout à l'heure. Alors depuis 2008, il s'est passé pas mal de choses et le cloud a vraiment été un catalyseur. Ça a permis de développer beaucoup plus rapidement tout ce qu'on a autour du mobile, des réseaux sociaux, etc. Ça a permis d'accélérer l'automatisation de tous les processus IT. Donc beaucoup moins de choses sont faites à la main parce que le cloud met à disposition notamment des API et tout un mécanisme d'automatisation. Pareil, il y a une petite partie après sur ce thème. L'émergence de DevOps. Vous connaissez DevOps? Donc ça, c'est un élément très important également. Et puis des technologies comme les containers, le big data qui a pu être libéré parce que justement on avait accès à des ressources très, très larges, illimitées, pour pouvoir stocker les données, mais aussi pour pouvoir faire des calculs intensifs, etc. Et des technologies qui ont émergé comme Hadoop, qui permettaient justement de traiter la donnée de manière un peu différente. Et puis un peu plus récemment, même si c'est des choses qui existent depuis longtemps, mais on va dire, mise à disposition du grand public tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle. Voilà, aujourd'hui, on est capable d'aller consommer du Watson d'IBM à la demande au travers de leur plateforme Bluemix. Donc, on a accès à une intelligence artificielle qu'on peut utiliser pour quelques centimes par heure ou par minute, je n'ai pas l'ordre de grandeur. Après, il y a l'IoT, le serverless, donc là, c'est un élément qu'on verra justement dans le TP. Donc voilà, le cloud a vraiment été le catalyseur de tout un tas de nouvelles technologies. Alors, les licornes, vous savez ce que c'est les licornes? Les startups valorisées à plus de 1 milliard de dollars. Donc là, on a un petit schéma intéressant, puisqu'en fait, ça montre la date. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais voilà, on part de 2008 jusqu'à 2016. Donc les dates où les startups sont entrées dans le club de l'unicorne, donc à partir de quand elles ont été valorisées à 1 milliard. Donc ce slide il est intéressant, non pas pour démontrer en fait que toutes ces startups ont un peu révolutionné les modèles économiques, la manière d'interagir avec les clients. Voilà, je ne vais pas vous refaire le discours du digital avec Uber, Airbnb, etc. Par contre, moi, ce que je veux dire sur ce slide, c'est que toutes ces entreprises utilisent massivement le cloud. Et je pense que, enfin, j'en suis persuadé, c'est un des vecteurs très forts de leur réussite. Parce qu'elles ont pu être agiles, elles ont pu bénéficier de la technologie sans avoir des investissements conséquents. Voilà, quand on est une petite entreprise, on ne peut pas se déployer le même data center qu'IBM. Et pourtant, elles ont pu avoir accès aux mêmes technologies et avoir cette agilité pour développer des nouveaux concepts, être beaucoup plus à même de tester, d'expérimenter, voire de se tromper, justement parce que le cloud ouvre tous ces modèles.
Donc ça, c'est important. Et demain, si vous voulez lancer votre startup, euh, je ne pense pas que vous allez investir dans du matériel. Aujourd'hui, le matériel, l'infrastructure, c'est une commodité. Je suis persuadé que toutes les nouvelles entreprises s'orientent vers les modèles cloud. Et les grands groupes, les grandes entreprises, alors vous n'allez peut-être pas ouvrir votre startup, mais plutôt vous orienter vers un poste en entreprise, aujourd'hui essayent d'avoir cette agilité. Et comment elles font? Bah, elles ont fait le constat au fait, aujourd'hui qu'en fait leurs contraintes du quotidien, pourquoi elles n'arrivent pas à innover, est très liée à la technologie et très liée à leur existence, à cette informatique en interne chez des entreprises qui a du mal à être agile, qui a du mal à proposer les services dont les métiers ont besoin. Et du coup, il y a vraiment un mouvement massif aujourd'hui qu'on constate sur le terrain tous les jours, dans les grands groupes. Je travaille surtout sur le secteur France, mais dans toutes les entreprises du CAC 40 aujourd'hui ont une stratégie cloud. Donc ça, c'est important. C'est vraiment un marché qui est en train d'exploser. Alors, les différents modèles, je ne sais pas si je vais passer beaucoup de temps, vous connaissez IaaS, PaaS, SaaS, ça vous parle? Voilà. Voilà. En gros, on a ces modèles-là, aujourd'hui, on les retrouve systématiquement dans l'entreprise. C'est vrai que les grands groupes ont eu plutôt tendance à s'orienter rapidement vers le SaaS. Voilà, les Salesforce, les Office 365. Donc ça, elles ont fait le switch assez rapidement. Il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui continuent à avoir leur serveur de mail en interne, par exemple. Elles ont plus fait le choix d'aller soit vers Microsoft, soit certaines vers Google. Le IaaS également, parce que ça a été assez facile. On prend une machine en interne, on a une machine dans le cloud, ça se ressemble. Bon, il y a des nouvelles possibilités dans le cloud, mais c'est à peu près les mêmes technologies. Donc les entreprises ont eu une assez grande facilité finalement à s'orienter vers les modèles IaaS également. Et le PaaS, c'est un peu plus compliqué. Et pourtant, on va le voir tout à l'heure, c'est là où on peut vraiment faire la différence. Quand on va dans un modèle SaaS, voilà, on va consommer un Workday, un Salesforce, etc. C'est des solutions logicielles qui sont très standardisées. Et donc finalement, pour l'entreprise, pour se différencier, bah, il n'y a pas forcément beaucoup de moyens. Alors, ces plateformes proposent des frameworks de développement. Voilà, sur Salesforce, on a la capacité de développer des choses autour, mais le cœur du système reste quand même très standardisé. Et du coup, si toutes les entreprises vont sur Salesforce, sur cette partie de relation client, il n'y aura pas forcément une innovation. Sur le modèle IaaS, c'est pareil, voilà, on réplique ce qu'il y avait. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, là où on peut vraiment faire de l'innovation, c'est en utilisant le PaaS, et les entreprises sont en train de s'en rendre compte. C'est-à-dire que le PaaS, aujourd'hui, va vous mettre à disposition tout un tas de services à valeur ajoutée. Ça peut être voilà, de la Hadoop as a service, qu'est-ce qu'on peut avoir l'exécution de code as a service, voilà, sur des plateformes où on va poser son code Java et puis on ne s'occupe pas de l'infrastructure. Et du coup, ça permet aux entreprises à la fois d'avoir la liberté de créer quelque chose de nouveau, de continuer à développer des applications qui sont différentes des modèles SaaS, qui sont un peu édulcorées ou standardisées. Donc il y a de l'innovation, et pour autant, elles n'ont plus à s'inquiéter de est-ce que je dois patcher mon serveur, est-ce que je dois le monitorer, est-ce que enfin, toute cette commodité, finalement, elle est prise en charge par le cloud. Et du coup, ça libère énormément de capacités dans l'entreprise pour celles qui arrivent justement à réorienter ces services IT vers de l'innovation, vers du développement, via des modèles DevOps, et on va le voir juste après. Des questions sur les modèles IaaS PaaS? C'est assez standard. Hein. Oui. Quand vous dites sur le pass, on n'a pas besoin de monitorer en fait? Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on utilise, je vais prendre un exemple parlant, prenons un cluster Hadoop. Voilà. Si je le mets en mode IaaS, ce cluster Hadoop, et je vais être obligé de vérifier que mon espace disque n'est pas rempli, que mon CPU il n'est pas à la ramasse. Si j'ai une panne d'un des nœuds, il va falloir que je m'inquiète de remettre un nœud dans le système, etc. Alors qu'en mode PaaS, tout ce socle
donc y compris le monitoring, est géré par le fournisseur. Voilà. Après, ça ne nous affranchit pas de continuer à monitorer l'application qui tourne dessus, plus d'un point de vue business justement, et de s'inquiéter plus finalement de l'expérience utilisateur que des problématiques de tuyauterie qui est en dessous. Alors, la définition du cloud, pareil, je vais passer vite. Hein. En gros, c'est du libre service. Voilà, on va sur Internet, on met son numéro de carte bleue, et puis on est capable de consommer très rapidement les choses. C'est accessible par le réseau, d'où mon besoin de connexion Internet. Alors c'est généralement le réseau public, Internet, mais ça peut être aussi des réseaux privés. Il y a des entreprises qui utilisent le cloud, mais dans des espaces sécurisés, avec des VPN, avec des liens directs sur les plateformes de cloud, notamment les banques par exemple. On a des mutualisations des ressources. Alors, c'est pas toujours vrai, mais dans les modèles de cloud public, c'est généralement le cas. On a quelques acteurs qui proposent des serveurs dédiés, donc de pouvoir mettre finalement ses clients sur des environnements qui ne sont pas partagés. Mais on sort quand même du concept du cloud pour moi. Et aujourd'hui, l'isolation entre clients, elle est parfaitement faite au niveau du logiciel et plus du matériel. De penser que parce qu'on a un serveur physique séparé des autres clients, on sera plus sécurisé qu'une ségrégation qui est faite au niveau du logiciel. Bon, enfin, jusqu'à présent, on n'a jamais eu, notamment dans les grands clouds, de problème de perméabilité entre deux clients. L'élasticité, évidemment, est un point important. Le fait de pouvoir consommer à l'usage les services, on est capable d'avoir des plateformes qui se scalent automatiquement en fonction du besoin. Donc ça peut être du scaling horizontal, vertical, c'est-à-dire, voilà, j'ai un pic de charge entre 8h et 19h. Bah, je suis capable à ce moment-là de rajouter des serveurs sur ma ferme de front. Ou alors un scaling plutôt horizontal, où là j'ai besoin de lancer un très gros traitement qui est beaucoup plus consommateur que d'habitude. Ma machine qui faisait 2 CPU et 8 Go de RAM, je la passe à 12 et 64 Go pendant le temps de mon traitement, et je ne paye que ce que j'ai consommé. Ouais, donc la facturation à l'usage est un point aussi qui a complètement révolutionné les modèles, et notamment sur le marché. Moi qui viens du secteur de l'IT, j'étais dans des entreprises qui étaient des hébergeurs, infogéreurs, et on a vraiment vu justement à partir de 2012, on a été vraiment challengé par ces acteurs du cloud public qui sont venus sur le marché avec des offres qu'on payait à l'heure, beaucoup moins cher, alors que les hébergeurs à l'époque proposaient des contrats qui étaient très coûteux, qui engageaient les clients sur comme je le disais tout à l'heure, plusieurs années, et qui n'étaient pas du tout modulables ou agiles. Alors les bénéfices qu'on retrouve avec le cloud, c'est que, comme je le disais, on n'a pas d'investissement initial. J'ai une idée, j'ai un concept en tête, je veux le tester rapidement, j'ai accès à tout un tas de services, et je n'ai pas besoin de débourser des milliers, voire des millions d'euros en plateforme pour pouvoir construire mon projet. Monsieur, oui. Est-ce qu'on peut faire du logiciel en PaaS? Et si oui, pourquoi? Alors, le PaaS, généralement, est à destination des développeurs. Ça veut dire que le logiciel, c'est plutôt à toi de le créer et de le poser sur ta plateforme de PaaS. Mais après, maintenant, le PaaS est un peu galvaudé, parce qu'on arrive à retrouver tout un tas de logiciels as a service, finalement, qu'on retrouve plutôt dans du PaaS, parce qu'elles ne sont pas à destination des utilisateurs finaux. Moi, la distinction que je fais, c'est que le SaaS, pour moi, le software as a service, est à destination des utilisateurs finaux. Voilà. J'ai mon Salesforce, c'est mes commerciaux qui se connectent dessus. Le PaaS, c'est plutôt à destination des développeurs. J'ai mon application, j'ai besoin d'une base de données, je vais faire du base de données as a service, c'est du PaaS. J'ai un logiciel qui est la base de données, voilà, on va dire que c'est de l'Oracle ou du MySQL. J'ai un logiciel qui est as a service, mais pour autant, je ne peux pas le rendre disponible à mes utilisateurs finaux, parce que ça n'a pas de sens pour eux. J'ai besoin de redévelopper une application par-dessus. Voilà. Donc, mais après, on va voir justement les catalogues de services des clouds tout à l'heure. Ils s'enrichissent de plus en plus. Et in fine, je pense que d'ici quelques années, le IaaS n'existera plus vraiment. C'est-à-dire se dire, tiens, je vais déployer un OS, je vais mettre une machine
je vais la tailler avec du CPU, de la RAM. Pour moi, d'ici quelques années, on ne se posera plus la question. On va dire, bah, tiens, j'ai besoin d'exécuter du code Python, hop, je vais dans mon pass qui m'exécute le Python et je ne me pose pas de la question de ce qu'il y a en dessous. Donc on était au paiement à l'usage, donc j'en ai parlé. L'automatisation, donc le cloud a cet avantage que toutes les opérations étaient faites pour que l'utilisateur, le consommateur, puisse être autonome. Et on y a accès par plusieurs chemins. Les consoles proposées par les providers de cloud, les API. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui a révolutionné et qui a permis d'accélérer notamment toute l'émergence du DevOps. C'est la capacité, depuis son code et depuis son outillage DevOps, de pouvoir interagir avec l'infrastructure, ce qu'on appelle l'infrastructure as a code, sans passer par des interfaces. Donc toute l'automatisation, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une application qui ait conscience de son contexte, voilà, qui voit arriver plein d'utilisateurs. Cette application peut être capable aujourd'hui de se dire elle-même, tiens, j'ai besoin de préempter les ressources dans le cloud, toute seule. Et ça, l'automatisation a été vraiment, et le monde des API du cloud a été vraiment un vecteur très fort. Donc l'autonomie, c'est un peu lié, hein, c'est la capacité de ne plus avoir à remplir un formulaire en 600 exemplaires à son service IT pour avoir des ressources. Aujourd'hui, un développeur dans l'entreprise peut avoir accès directement à un panel de services cloud en toute autonomie. L'élasticité à la hausse, à la baisse, on en a parlé. Puis le time to market, c'est vraiment la capacité d'avoir accès et de développer plus rapidement l'innovation parce qu'on ne s'occupe plus, encore une fois, de la tuyauterie, mais plutôt des besoins business et de l'innovation qu'on apporte sur l'aspect fonctionnel plutôt que technique. Donc, pour moi, le cloud, c'est vraiment un moyen, ce n'est pas une fin. De temps en temps, je vais voir des DSI dont le seul objectif, finalement, c'est de dire, bah voilà, moi, ma direction générale me dit qu'il faut aller dans le cloud, donc aidez-moi à construire ma stratégie. Mais si on part de ce constat qui est la fin, c'est d'avoir du cloud, ça n'a aucune valeur. La valeur, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir libérer avec le cloud. Donc ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en entreprise aujourd'hui ? Comme je le disais, le cloud est vraiment en train de bouleverser complètement le monde de l'entreprise. Et le constat sur le terrain, c'est qu'on a vraiment des bénéfices. Donc là, j'en ai listé quelques-uns. Le TCO, tout le monde sait ce que c'est ? C'est les coûts de fonctionnement global qui comprennent l'infrastructure, les opérations, voilà, c'est l'ensemble des éléments. Et en fait, cette réduction de TCO, on la voit vraiment arriver avec le cloud. On a des vrais retours d'expérience qui permettent de dire, bah voilà, quand on va sur le cloud, on réduit les coûts. Par contre, si je reprends mon exemple de la DSI tout à l'heure, si le DSI regarde, ah bah oui, moi j'avais 10 serveurs à la maison, si je mets 10 serveurs dans le cloud, est-ce que ça va me coûter moins cher ? Ce calcul, il n'est pas bon. Parce que des fois, ça va coûter plus cher, parce qu'il y a d'autres services autour. Ce qui est important de voir, c'est dans sa globalité. Combien de ressources vont pouvoir se concentrer sur d'autres sujets que de gérer l'infrastructure, parce qu'on est capable d'automatiser. Quelle est ma capacité d'étendre ma couverture IT à l'international ? Ça, c'est important. Le cloud est une plateforme qui, voilà, tous les grands acteurs sont un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, le business s'internationalise. Quand une entreprise a besoin d'aller en Chine pour faire du business, bah, elle a la capacité aujourd'hui avec le cloud de pouvoir avoir des ressources informatiques localement, soit pour des questions légales, d'expérience utilisateur, etc. Et donc ça, la réduction de coûts, elle est très forte, parce que si elle devait, pour chaque pays, installer un mini data center, bah, les coûts seraient très forts. Après, la réduction de TCO, elle est aussi réalisée par la capacité d'éteindre les machines. Quand j'avais mon infrastructure chez moi, bah, j'achetais un serveur, mes plateformes de dev, si elles ne sont pas utilisées la nuit et le week-end, bah, j'ai quand même acheté le serveur. Voilà, le coût, il est là. C'est vrai que dans le cloud, bah, j'éteins le serveur le week-end. J'entendais tout à l'heure quelqu'un qui s'inquiétait de savoir s'il avait éteint ses serveurs sur Gandhi. Bah, c'est exactement ça. Bah, quand je les éteins, je ne paye pas.
Voilà. Après, le time to market, ça c'est un élément important parce que on parlait des technologies tout à l'heure, voilà, les serverless, le IoT, les big data, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une DSI, ces compétences-là, on ne les a pas forcément. De construire un cluster Hadoop alors que nos informaticiens en interne s'occupaient de gérer des backups ou des machines, c'est pas forcément évident. Et je dis ça pour Hadoop, mais c'est vrai pour toutes les technologies qu'on utilise. Et donc le cloud permet à l'entreprise de s'affranchir finalement de devoir recruter du personnel hautement qualifié sur des domaines très vastes. Voilà. Donc une entreprise n'a pas forcément la capacité d'avoir 10 experts Hadoop, 10 experts IoT, 10 experts machine learning, et en plus d'avoir à acheter le matériel qui va avec. Tout ça, le time to market est accéléré parce que justement, les services qu'on a dans le cloud peuvent être utilisés très simplement et sans investissement fort. Bon, agilité, flexibilité, on s'en doute, hein, c'est tout ce qu'on s'est dit juste avant. Pour moi, le point clé, ça reste l'innovation. Aujourd'hui, le cloud est un vrai vecteur d'innovation. Et quand on reprend un peu les licornes qu'on voyait tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, comment elles ont réussi à créer tous ces nouveaux modèles, c'est parce qu'elles avaient la technologie sous-jacente. Et cette technologie, c'est des technologies cloud. Et le risque et la qualité, alors souvent on oppose cloud et sécurité, ça c'est assez intéressant, c'est en train d'être gommé. Il y a quelques années, quand on allait dans les grands groupes, il fallait convaincre la sécurité, donc c'était des mois et des mois de tractation, de paperasse à remplir, etc. Aujourd'hui, les gens ont quand même bien conscience que le cloud apporte un niveau de sécurité supplémentaire, ne serait-ce que parce que le cloud investit beaucoup plus que n'importe quelle entreprise sur toutes les problématiques de sécurité. Il n'y a qu'à voir les certifications qu'on peut avoir sur Amazon, Azure, etc. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui est certifiée ISO 27001, IPA, et j'en passe. Voilà. Donc dans le cloud, on a à la fois des gros moyens qui ont été mis en place par les fournisseurs pour développer la sécurité. Voilà, chez Amazon, il y a plus de 1000 experts dans un SOC qui sont là pour gérer la sécurité au quotidien. Voilà, je ne connais pas une entreprise du CAC 40 qui a 1000 experts sécurité qui regardent tout ce qui se passe en temps réel. On a aussi une amélioration de la qualité. Le fait d'avoir la capacité d'automatiser et finalement de sortir l'humain du processus de gestion de l'IT permet de réduire énormément les risques inhérents à l'erreur humaine. Et donc on améliore grandement la qualité quand on commence à faire du cloud, mais faire du cloud intelligemment, c'est-à-dire avec une démarche DevOps, d'automatisation systématique, etc. Monsieur, oui. Par rapport à la sécurité, je pense qu'il y a des limites, parce que ça n'assure pas la sécurité. Par exemple, si on a un logiciel sur un cloud, si on rentre un virus dans le logiciel, ça peut contaminer le cloud. Peut-être que ça ne contamine pas le cloud, mais le logiciel est... Ça, c'est une très bonne remarque. En fait, la sécurité, elle est toujours partagée. C'est-à-dire que le fournisseur de cloud ne va pas s'engager sur ce qu'il y a au-dessus de ses services. Amazon vous fournit une machine virtuelle via du IaaS. C'est à vous de la patcher, c'est à vous de mettre l'antivirus qu'il faut. Donc il reste quand même un partage. Par contre, Amazon s'est assuré que son réseau est protégé des attaques DDoS, par exemple. Amazon s'est assuré que toute la couche d'hyperviseur a été sécurisée. Amazon met à disposition la capacité de chiffrer les disques. Voilà, donc c'est effectivement un élément qui est partagé. Plus on monte haut dans les couches, plus le fournisseur prend en charge la sécurité. Voilà. En général, dans le pass, on va s'affranchir de toutes les problématiques inhérentes au middleware, au framework. Voilà, si j'utilise un Tomcat, je sais que mon Tomcat sera patché en pass, que ma base de données Oracle bénéficiera de toutes les protections possibles. Par contre, si sur mon application Tomcat, je développe quelque chose qui permet du SQL injection, là, le cloud ne peut pas forcément aider. Quoique, il propose également des services, par exemple de WAF. Un WAF, c'est Web Application Firewall, qu'on met devant une plateforme qui va analyser, bloquer les flux qui sont suspects. Mais ça reste quand même du partagé. Le fournisseur n'est responsable que de ce qu'il fournit. Donc, si on développe nous-mêmes l'application, on garde quand même cette responsabilité. Pareil sur les droits.
Aujourd'hui, si je crée un compte Salesforce et que je donne des droits administrateurs à toute mon entreprise, bah, on ne peut pas dire à Salesforce, c'est de ta faute, tu n'as pas sécurisé ton cloud. C'est à l'administrateur qui a configuré son compte Salesforce avec l'attribution des droits à ses utilisateurs qui en faute. Donc il y a quand même une responsabilité partagée, effectivement. Alors, un petit focus sur l'application, parce que pendant très longtemps, on a parlé d'infrastructure, de problématiques IT, etc. Mais je pense que le digital aujourd'hui met vraiment l'application au cœur de tout le système. Donc cette application, il faut qu'elle soit intelligente et qu'elle comprenne, comme je le disais tout à l'heure, les pressions qu'il y a autour d'elle, les besoins, l'expérience utilisateur, et qu'elle soit en capacité de préempter les ressources automatiquement dont elle a besoin. Donc l'application, c'est elle finalement, quand on est dans un modèle cloud native, qui va initier cette préemption de ressources. Après, il faut qu'elle soit connectée à la donnée. Donc aujourd'hui, l'application est capable de récupérer et de stocker des données à la volée, d'interagir avec tout un tas de systèmes IoT. On a beaucoup plus d'informations à traiter qu'on ne l'avait avec les applications d'avant, parce qu'on veut voilà, tout connaître, tout savoir sur l'expérience utilisateur, où il se trouve, quel est le temps de chargement, est-ce que tout se passe bien, etc. Enfin, tout ça est vraiment utilisé par l'application, encore une fois, pour adapter la manière dont elle fonctionne et rendre l'expérience utilisateur la meilleure possible. Et après, il y a l'évolution de cette application. Donc là, on rentre vraiment sur les chaînes DevOps, où on a besoin de la faire évoluer beaucoup plus rapidement. Voilà, il y a 10 ans, quand on parlait d'une application, enfin, une personne qui faisait des mises à jour tous les mois sur son application, c'était déjà quelqu'un de hyper innovant. Là aujourd'hui, on a par exemple Amazon, qui produit du logiciel, fait plusieurs dizaines de mises à jour par jour sur sa plateforme, de manière transparente. Voilà. Question sur... Alors, qu'est-ce qu'il faut transformer aujourd'hui dans les grands groupes? Donc, dans les grands groupes, on a des organisations qui sont silotées. J'ai mon équipe réseau, mon équipe virtualisation, mon équipe d'admin Oracle, de DBA, etc. Et ils ne dialoguent pas forcément les uns avec les autres. Et donc aujourd'hui, toutes les entreprises veulent s'orienter vers une organisation sur un modèle d'operating model qui est plus DevOps, qui favorise la collaboration et qui accélère énormément la délivrance d'innovation dans l'entreprise. Après, on a l'application elle-même. Des applications monolithiques, on avait un front, un serveur d'appli, une base de données, voilà, qui gérait tout un système qui était compliqué de faire évoluer, qui s'appuyait énormément sur l'infrastructure pour gérer la résilience, pour gérer la performance. Voilà, cette application, si on voulait qu'elle soit redondante, il fallait se dire, tiens, j'ai besoin de mettre 2 data centers, faire des réplications dans tous les sens. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces modèles-là. Aujourd'hui, on a des modèles plutôt de microservices, où on va finalement saucissonner les fonctionnalités de l'application en petits modules. On va utiliser des services cloud en général pour justement ne s'occuper que de la partie développement et laisser cette couche d'infrastructure aux fournisseurs. Et ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs, de pouvoir faire évoluer les services beaucoup plus facilement. Au lieu de toucher à toute une brique logicielle très lourde, je peux mettre à jour qu'un petit microservice et je peux le faire d'une manière beaucoup plus réactive. Et ces microservices bénéficient de toute la capacité du cloud, voilà, on va le voir, l'autoscaling, le fait que ces infrastructures s'autogèrent. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et aujourd'hui, on voit un déplacement massif des développements en entreprise. Les nouveaux développements sont pratiquement tous aujourd'hui ce qu'on appelle cloud native, s'appuie énormément sur cette approche de microservices, voilà, en utilisant des containers, etc. Et on voit de plus en plus les entreprises essayer de transformer leur cœur de système, donc notamment les ERP, vers des modèles plus orientés microservices. Donc là, on est en plein dedans aujourd'hui. Alors là, c'est la comparaison entre l'animal domestique et le bétail. C'est vrai que jusqu'à
jusqu'à très peu de temps, on considérait son informatique comme voilà, comme un animal domestique, on le patchait, on faisait attention à lui, quand il était en panne, on le réparait, voilà. Et puis en plus de le réparer, il fallait savoir pourquoi c'était tombé en panne, les root cause analysis, donc on cherchait. Voilà. Aujourd'hui, on est plutôt sur un mode bétail. J'ai une machine virtuelle qui tombe, je regarde même pas, je m'en fous, je la crache, je la redémarre, puis c'est même plus moi qui le fais, c'est tout automatiquement. Donc ça, c'est un vrai switch de mentalité, et c'est pas toujours évident dans les grands groupes d'opérer cette transformation. Il y a des gens qui sont encore attachés à des processus utiles, où tout doit être, notamment sur l'infrastructure, maîtrisé. Aujourd'hui, l'approche CRAD, elle est plutôt de se dire, bah, je sais qu'il va y avoir des pannes, je le sais, voilà, tout va tomber en panne un jour. D'ailleurs, c'est un des préceptes d'Amazon. Donc, plutôt que de m'inquiéter à essayer de trop redonder la partie infrastructure, je vais plutôt agir au niveau du logiciel pour que, si j'ai une panne, bah, j'utilise autre chose ou je me réadapte pour préempter des ressources là où il y en a, finalement être disponible. Donc, c'est une philosophie qui est complètement différente, qui n'est pas forcément faisable d'ailleurs avec des applications monolithiques. C'est pour ça que le mode microservice est important. Donc la barrière à l'innovation, donc ça c'est un point essentiel. Voilà, avant le cloud, quand une entreprise voulait investir dans une nouvelle technologie, bah, c'était des plans d'investissement, il fallait convaincre, ça passait par le board, etc. Aujourd'hui, un métier qui veut tester un concept, il va facilement dans le cloud, il peut tester son concept sans avoir cet investissement, mais on en a déjà parlé. Donc ça ouvre vraiment les portes à l'innovation et surtout de pouvoir utiliser le meilleur de la technologie. Et puis ça, bah, l'accès lent au service, effectivement, j'en parlais également tout à l'heure, on passe de plusieurs mois pour obtenir des ressources informatiques pour son projet à quelques secondes parce qu'on a accès à des services cloud qui le permettent. Donc tout ça, ça permet quoi, hein? Ça permet de réduire les coûts, d'augmenter la qualité et d'augmenter la rapidité. Alors, aujourd'hui, si on reprend ce petit schéma, donc on a plusieurs dimensions. Il y a la dimension infrastructure privée sur la gauche, application traditionnelle en bas. Donc là, on est vraiment sur les entreprises des grands groupes, plutôt sur ce niveau. La transformation qui est en train d'être opérée dans ces entreprises, elle peut être faite à plusieurs vitesses. La première chose, c'est de se dire, je fais la même chose, mais mieux. Donc, j'y vais par itération. Je commence, par exemple, à déplacer mes machines standards virtualisées en mode IaaS vers du cloud, ce qu'on appelle le lift and shift. Je redéveloppe pas mon application, je n'y touche pas, mais j'utilise juste la capacité du cloud à me fournir l'infrastructure. Voilà. Après, il y a des entreprises qui essayent d'innover, donc qui commencent à utiliser un peu plus de cloud public, qui commencent à utiliser des services de microservices, des services PaaS. Et donc là, on est dans l'innovation. Et puis l'objectif de toute entreprise, c'est d'aller plutôt dans la disruption, où là, certaines commencent à le faire, à être full public et full microservice. C'est ce que sont aujourd'hui les licornes. Hein. Les startups aujourd'hui sont dans ce monde-là. Elles n'ont pas à s'entarter le RP et toutes les contraintes inhérentes au SI existant. Mais on voit aujourd'hui toutes les entreprises essayer de tirer vers ces modèles. Donc vraiment 3 niveaux de transformation, 3 rythmes de transformation. Des entreprises qui sont plutôt sur un mode j'y vais pas à pas, je touche pas trop à mon application, mais j'essaie quand même de bénéficier du cloud. D'autres qui commencent à utiliser du PaaS et un peu de cloud public, et d'autres qui se disent ma stratégie elle est cloud first, je ne fais plus rien en dehors du cloud, et il y en a, et les développements sont vraiment orientés cloud native. Alors le DevOps, donc vous connaissez déjà le concept, hein, mais l'idée c'est de réunir deux mondes, les développeurs qui créent des applications, les opérations qui maintiennent l'infrastructure sous-jacente qui permet de faire tourner les applications, et de créer une chaîne qui va fluidifier les échanges et les sécuriser, les améliorer. Et donc quand on met en place une chaîne DevOps, on agit sur ces domaines, donc
au niveau du développement, du test de l'application, de la partie déploiement, jusqu'aux opérations, la gestion de mon parc informatique qui fait tourner mes applications. Et quand on met ça en place, en général, c'est pas en général, on arrive forcément à avoir une plus grande rapidité dans les déploiements qui sont faits, la capacité de déployer beaucoup plus fréquemment. Voilà. Quand on est hors DevOps, quand on doit déployer une application, parfois il faut demander une plateforme de test à son service informatique qui attend un ticket, qui vous livre 2 semaines après. Vous voyez, en termes de fréquence, ça élargit un peu le spectre. Dans une approche DevOps, on a prédéfini quelles étaient les capacités de l'infrastructure à déployer des services automatiquement. Et donc, quand j'ai besoin de tester mon code, ça se fait tout seul, ça préempte la ressource via les API et ça me les met à disposition automatiquement. Les déploiements, on a beaucoup plus de succès parce qu'on a fait ce travail d'automatiser et de plus laisser à l'humain les tâches par exemple, configurer les middleware applicatifs, d'aller déposer le code à la main sur les serveurs. Donc, toutes ces erreurs humaines qu'on avait avant sont gommées par cette approche DevOps. Voilà, puis bon, après, tout un tas d'autres avantages. Je vais plutôt parler d'un exemple de mise en œuvre. Donc, une mise en œuvre réussie doit d'abord s'appuyer sur une organisation. Si on ne travaille pas sur l'organisation, ça ne sert à rien. On se retrouve toujours avec des développeurs, avec des opérationnels, avec des gens du métier qui doivent tester, qui ne dialoguent pas, qui ne sont pas intégrés. Donc pour moi, le DevOps, c'est déjà de construire une organisation qui soit en totale interaction et qui adhère au concept pour accélérer justement la délivrance d'innovation dans l'entreprise. Après l'organisation, il y a le processus. Et donc c'est important que ce processus, ce pipeline soit correctement orchestré, soit complètement automatisé. Ça c'est important. Alors certains mettent des chaînes DevOps qui vont jusqu'à le test mais pas la mise en prod. Mais en tout cas l'initiative elle est vraiment d'automatiser les choses, de retirer l'humain des processus. Ça c'est important. Et puis d'intégrer l'amélioration continue dans le système. Ensuite, on a les outils. Alors souvent, certains pensent que DevOps, voilà, je mets mon Jenkins, je mets un Git et ça y est, je suis DevOps. Non, mais ça reste important. L'outil est important et il faut qu'il soit adapté à son contexte. Voilà, en fonction des technologies, des langages de programmation, des clouds, etc. L'outillage est adapté à chaque contexte. Et c'est pour ça qu'on n'a pas une chaîne DevOps standard. On a tout un tas d'outillages, c'est des Legos qu'on doit assembler pour s'adapter à son contexte d'entreprise. Et enfin, des services cloud, pour justement que tout cet outillage puisse s'appuyer sur les ressources nécessaires pour déployer les services compute, database, network, etc. dont on a besoin. Donc, voilà un exemple de chaîne DevOps. Alors, les offres leaders du cloud. Alors, vous connaissez le Gartner? Oui. Voilà. Donc le Magic Quadrant. Donc là, j'ai mis le IaaS, parce qu'en fait, c'est assez compliqué de pouvoir parler du PaaS et du SaaS. Parce que le PaaS et le SaaS, finalement, c'est très spécifique à une problématique métier. Voilà. Je vais avoir des Magic Quadrants pour le meilleur CRM en mode SaaS. Je vais avoir des Magic Quadrants pour la meilleure solution RH en mode SaaS. Mais je ne vais pas avoir un Magic Quadrant de la meilleure solution SaaS. Idem pour le PaaS pour les mêmes raisons. Avec le IaaS, on arrive quand même à avoir des éléments intéressants. Donc aujourd'hui, sans grande surprise, le leader Amazon, suivi de près par Microsoft. Google, très clairement en entreprise aujourd'hui, notamment dans le CAC 40, ce qu'on voit c'est Amazon et Azure. Alors, donc là, il n'y en a pas d'autres. Google, je le vois très peu, c'est très spécifique. IBM, c'est un peu particulier. Pareil, on les voit plutôt sur leur ancien métier d'outsourceur. La plateforme Bluemix, en tout cas, moi, je ne la vois pas régulièrement. Et puis, par contre, il y a un nouvel acteur qui est en train de faire son entrée, qui est Oracle, qui n'était pas dans le Magic Quadrant l'année dernière, il me semble, et qui est en train de revoir complètement sa stratégie. Donc, Oracle, tout le monde connaît, hein, les bases de données,
logicielle. Et cet acteur-là est confronté aujourd'hui à un vrai challenge qui est de se transformer en une entreprise de logiciels à une entreprise de services qui vend du cloud. Et donc le gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont toute la brique, hein, parce qu'avec le rachat de Sun, ils ont du matériel, ils ont toute la couche logicielle SaaS, Oracle est disponible et donc gérée par eux. Et puis surtout en entreprise, ils ont quand même un parc de bases de données implanté qui est très fort. Aujourd'hui, les bases de données Oracle sont présentes dans toutes les grandes entreprises. Et du coup, ils jouent aussi un petit peu sur les aspects licences pour favoriser leur cloud, ce qui marche très bien du coup, parce qu'ils ont un vrai avantage compétitif sur cette partie. Voilà, après on a aussi alors ils ne sont pas dans Magic Quadrant, mais des acteurs un peu plus petits, OVH, je le cite parce que c'est le seul français de la liste, Digital Ocean qui est plus orienté pour les développeurs. Voilà, donc on a un marché qui est très large. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, n'allez pas vers des solutions trop exotiques. Si vous devez monter en compétence dans le cloud, allez directement là où ça marche. Hein, donc Amazon, Azure, bon, Google, enfin tous les premiers en fait, les 6 premiers de la liste. Voilà. De mon point de vue, hein, je ne vois pas arriver, on parlait de Gandhi tout à l'heure, je ne vois pas arriver Gandhi d'un seul coup dans ce classement, ni dans les entreprises finalement. Et demain, quand vous allez travailler, de mettre sur un CV une expérience sur Gandhi, c'est moins valorisant qu'Amazon. Même si c'est toujours intéressant d'aller sur Gandhi. Alors, donc l'idée, c'est pas de vous lister tous les services, mais par contre, vous montrer un petit peu sur les plus gros. Donc j'ai mis Amazon, Azure et Oracle, l'étendue du catalogue. Et le catalogue de ces providers ne fait qu'évoluer. On est toujours un petit peu même perturbé de voir quand on se connecte de semaine en semaine. Voilà, il y a tout qui bouge, il y a des services qui sortent dans tous les sens. Des fois, il y a même des services qui ressemblent à d'autres. Voilà, Azure sort plusieurs services qui se ressemblent. Donc des fois, c'est même un peu perturbant. Donc c'est important de se tenir à jour. Il y a beaucoup de littérature sur Internet, même les fournisseurs mettent à disposition beaucoup de documentation. Voilà, donc en gros, on a de manière générale, évidemment, toute la partie compute, avec les instances, avec des containers, avec les couches réseau, avec le serverless. Alors ça, c'est notre TP tout à l'heure. Le serverless est intéressant parce que là, on n'a plus d'opération, on n'a plus de machine, et je pense que c'est vraiment l'avenir aujourd'hui de se dire que de toute façon, tout traitement informatique est un workflow. C'est j'ai une donnée en entrée, j'ai une manipulation de la donnée, ou en tout cas un calcul, et j'ai une sortie. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que fait Lambda ou Function sur Azure. C'est ça, et ça le fait sans serveur. Donc demain, d'imaginer des applications très complexes, uniquement écrites en fonction lambda, c'est tout à fait envisageable. Et ça veut dire aussi une totale liberté du socle sous-jacent. C'est-à-dire que là, j'ai plus du tout à m'occuper de mes serveurs, des middleware, etc. Et puis surtout, je ne paye qu'à l'exécution. C'est encore mieux que le modèle cloud standard où on paye à l'heure. Parce que si ma machine elle est allumée et que je ne l'utilise pas, c'était l'exemple de tout à l'heure, je la paye quand même. Pourtant, je suis dans le cloud, c'est dommage. Alors que là, lambda, je ne vais payer que si mon code est exécuté. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des services que je peux mettre en avant? Non, c'est vraiment très très complet. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les providers de cloud fournissent aussi des solutions pour le DevOps. Vous voyez la petite chaîne d'outils dont je parlais tout à l'heure. Voilà, on a des codes commit, par exemple, code build, code deploy, etc. sur Amazon qui permettent d'instrumenter, d'outiller sa chaîne DevOps. On a toute la partie analytique avec des clusters Hadoop, la partie IoT, etc. Donc, quand vous vous lancez dans un projet de développement, avant même de commencer le développement, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas déjà un service qui existe? Parce que ça sert à quoi de réinventer la roue? Même si personnellement c'est toujours intéressant de le faire soi-même, mais je pense que vous trouverez beaucoup plus de choses dans le cloud, beaucoup plus évoluées, et finalement vous vous concentrez plus sur la création de valeur pour les utilisateurs.
Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, là c'est sur Azure, et la même chose sur Oracle. Alors Azure et Oracle, je voudrais juste vous donner un petit détail, c'est leur orientation également vers le cloud privé. Amazon est quand même très orienté cloud public, full public, même s'ils ont fait un partenariat avec, VMware pardon, pour que les entreprises qui ont des bases VMware puissent aller plus facilement dans le cloud en utilisant du VMware as a service dans Amazon. Ça reste quand même du full public. Azure et Oracle proposent des solutions aujourd'hui où ils vont mettre leur technologie cloud dans des box qu'on peut installer chez soi. Donc Azure a sorti Azure Stack là cet été, où c'est le cloud Azure sur des serveurs. Donc il y a quelques revendeurs, Lenovo, Dell, etc. Où en fait on a vraiment le cloud Azure, donc les mêmes API. Alors le catalogue n'est pas tout à fait le même, mais il s'étoffe. Et ça permet aux entreprises qui ont vraiment des problématiques de confidentialité de données ou des problématiques légaux, etc., d'avoir ça à la maison. Sachant point important, Amazon et Azure ont tous les deux annoncé l'ouverture d'un data center en France, enfin, d'une région en France, avec plusieurs data centers. Donc ça permet aussi de lever quelques barrières des fois qu'on peut avoir chez les clients. Et Oracle propose la même chose avec ce qui s'appelle les cloud machines, où ils mettent à disposition le cloud Oracle tel qu'on l'a en public sur une plateforme privée. Alors, je regarde l'heure, c'est bon, donc on va pouvoir attaquer la démo. Alors, avant de commencer la démo, vous avez des questions d'ailleurs sur ce qu'on s'est dit jusqu'à présent? Ouais. Oui. Forcément, le cloud a un impact énorme sur les projets d'entreprise, peut-être en faveur des maîtrises d'ouvrage sur leurs projets fonctionnels par rapport au détriment de la DSI qui a perdu un peu d'autorité. Donc ça fait un impact extrêmement important le cloud de l'entreprise. Je ne sais pas ce que vous... Complètement. Alors il y a deux approches. Il y a la DSI qui prend en considération ce changement de paradigme et qui va, plutôt que de se mettre des œillères, prendre le pas et finalement se transformer et proposer cette innovation cloud à ses métiers, mais en restant aux manettes, parce qu'elles apportent une vraie plus-value en termes de sécurité, de gestion des contrats, de pilotage avec l'interfaçage avec l'existant, etc. Et puis il y a des DSI qui sont un peu braqués. Là, on constate ce qu'on appelle le shadow IT. Voilà, c'est les métiers qui vont effectivement aller consommer en direct du cloud. Et malheureusement, ces DSI perdent du terrain dans l'entreprise parce que les projets innovants, digitaux, qui ont de la visibilité à la direction générale et qui développent le business sont plutôt les projets digitaux que l'ERP, même s'il est essentiel évidemment, que l'ERP historique. J'avais une deuxième question. Oui. Par rapport aux professions de santé, il y a effectivement des notions de confidentialité importantes qui sont liées à des certifications que n'ont pas forcément Microsoft, Amazon, Azure. Donc il y a certains clouds particuliers pour héberger les données de santé. Les données sensibles des éditeurs d'intégrateurs de santé. Tout à fait. Bah, notamment en France, on a Orange qui est certifié données de santé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la certification de données de santé française ou au niveau européen n'a pas été encore intégrée dans les clouds américains qui sont IPA. Donc il y a une certification qui est américaine qui s'appelle IPA. Ils le sont. Et quand on compare en fait les éléments techniques et de process dont on a besoin pour être certifié IPA, c'est très proche de ce qu'on a besoin pour être certifié données de santé en France. Donc finalement, effectivement, il n'y a pas le tampon certification. Mais derrière, la manière dont c'est opéré, ça reste quand même assez proche. Après, être hébergeur de données de santé, ou même, on parle aussi de GDPR, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est pareil, une révolution en termes de sécurité, ou en tout cas d'impact sur la manière dont les entreprises gèrent la donnée, avec tout un tas de contraintes qui est lié à l'infrastructure, mais pas que. Voilà, c'est un peu la continuité de ce que faisait la CNIL notamment. Et le cloud aujourd'hui donne aussi des outils pour pouvoir être GDPR compliant plus facilement. Voilà, avec la capacité de chiffrer, la capacité de redonder pour avoir de la sécurité, de faire de la ségrégation beaucoup plus
facilement. Tout l'outillage, je parlais des WAF, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aider une entreprise à être certifiée plutôt que de devoir le faire en interne, où c'est quand même assez compliqué. Toute la partie audit aussi, d'avoir accès à des outillages, ce qu'on appelle du CIEM ou de la gestion de logs et d'événements qui permettent de stocker tout ce qui se passe, tous les accès qui sont faits sur les plateformes. Aujourd'hui, quand on doit déployer ça en interne, ça reste quand même des investissements qui sont lourds, alors qu'on les a as a service dans le cloud. Alors, on va attaquer la démo, donc on va mettre un peu les mains dans le cambouis. Ce que je vous propose déjà, c'est de vous parler un peu plus précisément de Lambda. Donc on va utiliser Lambda pour la démo. Donc Lambda, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec déjà un trigger, quelque chose qui va déclencher la fonction. Donc certains services d'Amazon ont la capacité native de dialoguer avec Lambda via des événements. Par exemple, si je prends S3, vous savez tout ce que c'est? C'est du stockage objet, voilà, c'est on va dire un espace de stockage qui est non pas accédé via un partage réseau ou via son disque dur, mais via du HTTP. Enfin, c'est un protocole, les échanges de fichiers se font via le HTTPS. Donc, par exemple, et ça va être l'objet de la démo tout à l'heure, je suis capable, si quelqu'un fait quelque chose dans ça s'appelle un bucket, le réceptacle S3, de déclencher une fonction lambda. Donc la fonction lambda en tant que telle, c'est ni plus ni moins que du code qu'on dépose avec plusieurs langages supportés, Node.js, Python, etc. On verra la liste tout à l'heure, et qui est exécuté quand le trigger est activé avec les paramètres que nous envoie la source. Donc les paramètres liés au contexte. Par exemple, si je manipule un fichier dans S3 et que j'ai positionné un trigger sur cette manipulation, il va m'envoyer quel est le bucket, quel est l'utilisateur, quel est le fichier en question. Et du coup, dans ma fonction, je peux récupérer ces éléments en paramètres pour faire des traitements derrière. Et après, en sortie, alors il y a plusieurs façons de le faire. Soit je code la sortie, je pourrais très bien coder dans une fonction l'envoi de mail, mais c'est un petit peu moins sexy, par exemple, que d'utiliser SNS, qui est un service de notification d'Amazon, pour pouvoir, par exemple, envoyer un mail à la fin de mon traitement pour notifier quelque chose, ou enregistrer un élément dans une base de données. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, où on pourrait très bien se dire on réécrit toute une application en lambda, enfin en serverless. Si je prends Facebook, quand je fais un like, ça enregistre un élément dans la base qui me dit que tel utilisateur a liké tel post. On pourrait très bien, et ça tourne sur des serveurs aujourd'hui. Enfin, je vais pas, ça reste quand même assez secret ce qu'il y a derrière Facebook, mais bon, j'imagine que c'est sur des serveurs. Aujourd'hui, on pourrait très bien dire que l'élément d'entrée, c'est l'utilisateur qui clique sur le like. La fonction lambda permettrait de faire des traitements d'analyse, etc. Et puis d'aller stocker dans la base de données le fait que tel utilisateur a liké tel post. Et là, il y a 0 serveur. Voilà, ça tourne tout seul parce que j'ai mis le code dans lambda. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire d'intéressant? Non. Après, si on compare ça à l'ancien monde, justement, c'était quand je voulais gérer ce workflow, je devais avoir donc une source de données, des serveurs, si on voulait que ce soit hautement disponible, plusieurs serveurs qui devaient récupérer l'information, qui allaient traiter le code et donc qui étaient allumés même si je n'utilisais pas les choses. Après, il y avait la partie stockage. En fait, on avait des dizaines et des dizaines de serveurs en fonction évidemment des cas pour traiter finalement des petits processus qui aujourd'hui sont réalisés avec beaucoup moins de ressources. Donc Lambda, si on doit résumer, c'est vraiment ça. J'ai une source de données, un déclencheur, Lambda récupère cette information et exécute le code que j'ai développé avec ce contexte, et après renvoie des données, enregistre des choses dans des bases, ou log tout simplement ce qui a été fait. Alors ce que je vous propose de réaliser, c'est ce petit atelier. Donc en gros, j'ai un utilisateur mon use case c'est ça, j'ai un utilisateur qui dépose un fichier, une image sur un bucket S3. Mon bucket S3 va détecter que quelqu'un a déposé le fichier, va faire un trigger jusqu'à ma fonction lambda.
en envoyant les informations du contexte de ce dépôt de fichier. Donc en résumé, ça va être le nom de l'objet que j'ai déposé et le bucket en question. Ma fonction lambda va récupérer les droits d'exécuter le code, ça c'est important, parce qu'une fonction, enfin quand on se connecte, quand on exécute des choses, on les exécute avec des droits. Et notamment pour l'étape 5 dont on va venir, où je vais devoir écrire un fichier dans un autre bucket, j'ai besoin de droits pour écrire. Donc là, on va voir comment on crée le rôle d'exécution. Après, on a en étape 4 la fonction lambda qui va acquérir donc les droits, ça j'ai parlé, la partie 5, où le code va être exécuté. Je vais aller récupérer mon image du premier bucket, je vais la réduire pour créer une miniature, et je vais la stocker dans un autre bucket. Voilà. Donc on va essayer de faire ça. Alors c'est toujours un peu risqué de faire des démos en live. Donc assez parlé, allons-y. Alors, hop. Déjà je vais vous montrer une petite chose. J'ai pré-packagé ma fonction lambda. Donc voilà, j'ai créé un zip ici qui s'appelle createSangle.zip. Quand on va dedans, on a la fonction elle-même, c'est un code Python, vous voyez, qui est tout basique. Ça veut bien s'ouvrir. Je veux pas. Donc qui est tout basique, qui va récupérer donc mon image, la réduire et la stocker. Je vais vous montrer ça et on va y revenir plus en détail tout à l'heure. Voilà, c'est un peu lent. Voilà. Ma fonction lambda, c'est ça. C'est quelques lignes de code en Python. Et autour, dans le fichier, j'ai tout un tas de librairies que j'utilise, des librairies Python dont j'ai besoin dans mon code. À savoir qu'il y a certaines librairies qui existent déjà dans le contexte lambda, donc pas besoin de les charger. Typiquement, si je regarde mon code, la librairie Boto3, qui est une librairie Python qui permet de gérer Amazon, en fait, de se connecter au bucket S3, etc., est déjà intégrée dans lambda. Pas besoin de la charger. Par contre, ma librairie Pilo, là, qui me permet de manipuler des images, elle n'est pas dans lambda, donc je vais rajouter dans le package. Alors allons-y. Pour aller sur Amazon, c'est pas ça. On va sur awsamazon.com. Donc j'ai un compte. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour créer un compte, c'est quelques minutes et un numéro de carte bleue. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez un free tiers pendant, je sais plus, je crois que c'est un an. Enfin, vous avez accès à des ressources gratuites pour tester le cloud. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de, ça je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de services cloud qui ne sont facturés qu'à partir d'un certain volume. Donc, pour faire des développements, en général, il n'y a pas besoin de faire. Par exemple, ma fonction lambda là, que je vais réaliser, je ne paye rien. Parce qu'il y a tellement peu d'activités que ça ne passe pas le seuil de facturation. Alors, donc je me connecte à Amazon. Donc la première chose que je vais faire, c'est créer mes buckets S3. Voilà. J'avais déjà testé le truc, mais je vais le refaire depuis zéro pour tout vous montrer. Donc je lui donne un nom, je vais l'appeler image-EISA. Voilà. Après, bon, on a des options, je peux vous les montrer, mais on va laisser par défaut. Je peux gérer le versionning dans S3, c'est-à-dire que automatiquement, si j'écrase un fichier, il va me garder la version précédente du fichier. Ça peut être utile quand on veut faire de la sauvegarde. J'ai la capacité de loguer précisément tout ce qui se passe sur mon S3, qui se connecte, comment. Je peux mettre des tags, ça me permet notamment les tags, soit de gérer des droits qui s'appuient sur un tag, soit de pouvoir dispatcher ma facturation si j'ai plusieurs clients, par exemple, qui utilisent plusieurs buckets S3, je peux taguer ce bucket et du coup, dans ma facture Amazon, faire le dispatch après par client. Enfin, bon, il y a plein de possibilités. Après, j'ai les permissions. Donc là, les permissions, comme moi je suis le créateur, j'ai tous les droits. Et ça, c'est important, on verra tout à l'heure.
que ma fonction lambda, même si c'est moi qui la crée, par défaut, elle n'a pas mes droits. Et d'ailleurs, c'est bien comme ça, parce que sinon, elle pourrait faire des choses que j'ai pas envie. Et par contre, je vais lui donner, avec ses rôles, je vais lui créer un rôle qui lui permet d'avoir accès qu'aux éléments dont j'ai besoin. Voilà, je peux rendre mon bucket public, etc. etc. Hop. Voilà, donc là, je vais le créer. Donc là, j'ai créé un premier bucket et je vais en créer un deuxième. Donc le premier bucket, c'est là où je vais poser la photo, la grande photo. Et le deuxième, c'est là où ma fonction lambda va stocker l'image resizée. Voilà, donc là je fais créer direct, je passe pas dans les objets. Donc là j'ai créé mes deux buckets. Ensuite je vais aller dans lambda. Donc bah là c'est tous les services dont on parlait tout à l'heure, hein. Il y en a un paquet. Donc je vais aller dans lambda, je vais créer ma fonction. Create function. Alors, ça c'est un élément intéressant. Il y a déjà tout un tas de blueprints existants. En fait, c'est une sorte de marketplace où des gens, ou même Amazon a mis à disposition tout un tas de fonctions préconstruites. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une from scratch. Mais des fois, ça peut être intéressant de ne pas redévelopper soi-même sa fonction ou de repartir d'une fonction existante. Donc là, il y en a beaucoup. Hein. Il y a 11 pages apparemment, ou peut-être même plus. Donc je vous laisserai regarder. Donc voilà, je crée une fonction from scratch. La première chose, c'est de dire, c'est quoi le trigger? Qu'est-ce qui va faire que ma fonction va s'exécuter? Donc là, ça va être tout simplement, donc vous voyez tout ce qui est possible de mettre en entrée. Hein. Donc là, ça va être S3, le fait que dans mon bucket qui s'appelle image EISA, parfait, j'ai une activité qui va être un objet qui est créé. Donc, si dans mon bucket, j'ai un objet qui est créé, alors je trigger ma fonction. Je peux mettre des filtres, par exemple, que les fichiers qui sont dans tel répertoire ou que les fichiers qui ont telle extension. Et évidemment, je fais enable trigger pour qu'il soit actif. Voilà. Donc là, j'ai créé mon trigger. La deuxième partie, c'est de créer ma fonction lambda. Donc je vais lui donner un nom. Hop. Une description, test. Le runtime, ça c'est très important. Il faut que je lui dise quel est le langage que j'utilise dans ma fonction, dans mon code que j'ai déposé. Donc on voit les langages compatibles. Donc il y a du C#, du Java, du Node.js ou du Python. Donc moi il est en Python. Et après on a le code. Donc là comme moi, soit on pose le code, on fait un copier-coller, mais comme j'ai des librairies que je veux charger, je dois le faire en envoyant le zip, parce que je ne peux pas coller toutes les librairies, ça serait un peu compliqué. Donc là je vais uploader le package que je vous ai montré juste derrière. Donc en mettant le zip, lui, il va tout simplement le récupérer, le dézipper et mettre ça prêt à être exécuté. Donc toutes ces variables, tout ça, peu importe. Alors si le handler il est important, hop là, le handler est important, en fait ça va être le nom du fichier que j'exécute, qui est là. Hop. Voilà. Donc là c'est le nom du fichier où il y a mon code. Parce que par défaut, comme il y a plusieurs fichiers dans mon package, il faut qu'il sache lequel prendre. Or, le rôle, c'est là où je vais donner les droits à ma fonction lambda. Donc, je vais vous montrer après les rôles. Normalement, je dois avoir, soit on crée un nouveau rôle, soit depuis un template, soit on en crée un nouveau. Normalement, je dois avoir une fonction qui existe. Non, c'est facile. Hop là. Voilà. Je vais mettre choose an existing one, j'en ai déjà créé un, je vais vous montrer après derrière. En fait, un rôle, on va utiliser le service qui s'appelle IAM d'Amazon, qui vous permet de gérer les rôles, les droits, les utilisateurs. Et on va jeter un petit coup d'œil tout à l'heure sur ce rôle. Et en fait, dans ce rôle, je lui dis quoi? Je lui dis
j'ai le droit d'exécuter des fonctions lambda et j'ai le droit de tout faire sur S3. Après, si on veut être dans l'état de l'art, normalement j'aurais dû mettre que les buckets S3 dont j'ai besoin. Le bucket, c'est le premier juste en lecture et le bucket resized juste en écriture. C'est les bonnes pratiques. Donc voilà pour ma fonction. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah oui, dans Advanced Settings, on peut aussi gérer. En fait, lambda, ça va être des espèces de petits containers qui vont démarrer instantanément à chaque fois qu'un trigger est fait. Et ce petit container, on peut lui donner des ressources plus ou moins grandes. Alors, plus on met de RAM, par exemple, plus ça va coûter cher. Mais c'est un élément qui est important à surveiller parce que peut-être que votre code a besoin de plus de 128 mégas de RAM. Voilà. Alors après, c'est vrai que quand on compare ça à une machine, on peut se dire 128 c'est pas beaucoup, mais pour faire une exécution d'une petite tâche, c'est en général assez large. Mais on peut le monter voilà, à plusieurs, jusqu'à 1 giga 5. Après, on peut gérer aussi le timeout. D'ailleurs, si mon script, au bout d'un moment, met plus de temps que prévu, est-ce que je veux le killer ou pas? Donc là, je vais mettre 30 secondes, donc ça devrait aller plus vite. Ouais, après, on peut. Alors, Amazon a la capacité aussi de gérer des pseudo-clouds privés. C'est les virtual private cloud. En fait, dans Amazon, même si c'est un cloud public, on peut très bien créer une bulle réseau complètement isolée de l'extérieur, avec un plan d'adressage d'ailleurs qui est des IP privés, qui peut être l'extension des data centers des clients en réseau privé. Et donc ça peut être utile justement quand on veut ne pas avoir de données exposées directement à Internet, même si on a des filtrations par firewall, enfin des security groups. Là, on a la capacité de faire ça. Là, dans mon exemple, ce n'est pas le cas, donc on laisse en public. Voilà. Donc, je vais aller dans le suivant. Alors, ma fonction, elle est prête. Donc, en résumé, j'ai un bucket qui s'appelle image ESA. Voilà. Mon handler qui est bon. Mon rôle qu'on va aller voir juste après. Et mes settings, 128 mégas de RAM pour l'exécution et 30 secondes de timeout. Donc là, je vais créer ma fonction. Donc là, il upload le zip avec mon code et les librairies Python. Donc en fonction de la rapidité de la connexion Internet, ça peut prendre plus ou moins de temps. Enfin, cela dit, il n'est pas très gros. Ça me permet du coup d'aller switcher sur une autre fenêtre et de vous montrer le rôle que j'avais déjà pré-créé. Donc voilà, dans IAM, c'est l'Identity Access Management d'Amazon. Je peux gérer mes users, je peux gérer mes groupes, mes policiers, etc. Et puis il y a une partie rôle. Donc rôle, c'est vraiment des éléments de sécurité, des accès que je vais donner à une application lambda, par exemple. Donc là, sur lambda, je vais cliquer dessus. Et voilà, dans permission, je vais avoir S3 Full Access. Bon, c'est pas bien, mais ça permet d'aller plus vite. Et puis la capacité d'exécuter la fonction lambda en question. Voilà, donc on va aller de l'autre côté. C'est toujours en cours. Combien fait mon package? Hop. Alors, il fait 9 mégas, donc je ne sais pas si la connexion elle est bonne. On va attendre. Donc en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la photo. Voilà, j'ai une photo Happy Face là, pour vous montrer sa taille. Voilà, elle est de grande taille. Et j'en ai une autre. J'en ai une autre ici. Voilà. Donc, vous voyez à peu près la taille des images. Alors, un élément important, c'est que le debugging d'une fonction lambda, elle peut paraître un peu complexe au premier abord, parce que
Quand on fait du code et qu'on l'exécute sur une machine, bah, on a accès au contexte, on peut avoir accès au log, ça peut paraître assez simple. Sur Lambda, on n'a pas accès à la machine. D'ailleurs, la machine qui est créée pour une exécution, elle est automatiquement supprimée à la fin de l'exécution. Par contre, Amazon va stocker tout un tas d'éléments et de logs, notamment dans l'outil qui s'appelle CloudThread, qui permet a posteriori de venir débugger, de comprendre ce qui se passe. On peut aussi intégrer dans la fonction Lambda elle-même des traceurs et l'enregistrement sur une base de données Amazon, par exemple, de toutes les erreurs qui sont catchées. Alors, ça y est, congratulations, voilà, ça a été créé. Donc, j'ai ma fonction qui est créée, on la voit ici, donc j'ai mon code, ma configuration, on est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller déposer sur S3 un fichier image, et normalement, quelques millièmes de seconde après, je devrais voir une image réduite de l'autre côté, si les dieux du cloud sont avec nous. Alors. Donc là, je vais dans mon bucket S3. Donc le premier, bah, il est vide. Alors tout ce que je fais là, c'est via la console, mais évidemment, après, vous avez des capacités de pousser des fichiers dans une application via du code, etc. Là, c'est pour aller vite. Donc je vais rajouter un fichier qui va être le happy face. Hop. Et je fais upload. Voilà. Donc mon fichier a été déposé. Alors mystère, est-ce que ça a marché? Ce que je peux faire, c'est déjà aller voir dans monitoring s'il s'est passé quelque chose. Pour le moment, il ne s'est rien passé. On va quand même aller voir du coup de l'autre côté sur l'autre bucket. Ah si, bah voilà, la fonction s'est exécutée et du coup dans l'autre bucket, il m'a créé l'image que je vais ouvrir. Voilà. Donc il m'a fait, voilà, ça a fonctionné. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'aurais dû voir une activité ici dans monitoring. Ah voilà, ouais, c'était le temps de rafraîchissement. Donc là, je vois l'activité qui a eu lieu. Donc j'ai eu une invocation. La durée a été très rapide. Enfin, je ne sais pas comment on peut avoir le détail. Mais surtout, je vais avoir la capacité d'aller voir plus précisément les logs. Voilà. Donc ça, c'est les logs d'exécution de ma fonction. Donc je vois que voilà, mon petit code a tourné en presque une seconde et que Amazon me facture une seconde pour ce traitement. Donc, autant dire rien du tout. Alors, voilà, donc là, ce qu'on vient de faire, hein, c'est une fonction lambda en quelques minutes, c'est assez rapide, qui... Bah, d'ailleurs, j'ai un slide qui va résumer tout ça. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Oui? Moi, j'aimerais savoir si la fonction, on peut la partager avec un autre compte. Bah, la fonction, c'est du code que tu peux repousser où tu veux. Après, ce que tu voudrais, c'est que depuis l'interface AWS, on se dise, tiens, cette fonction, je la partage à un autre compte. Ça, non. Par contre, rien ne t'empêche de développer. Si tu veux faire cette fonctionnalité parce que tu sais que tu vas avoir plein de partages dans tous les sens, tu peux très bien développer une application qui le fait, qui va se connecter sur les différentes API de tes comptes et publier ta fonction lambda. Parce que tout ce que je viens de faire à la main, évidemment, on peut le faire par du code, hein, via les API. Donc ça, c'est une possibilité. Ou alors, tout simplement, c'est que tu vas sur l'autre compte et tu récupères ton zip comme je l'ai fait et tu l'installes. Alors, donc en résumé, on va quand même regarder un peu plus en détail ce qu'il y avait dans le code. Donc ça, c'était ma fonction lambda. Hein. Donc l'étape 1, j'ai chargé toutes les librairies dont j'avais besoin. Donc j'ai parlé de Boto 3. Boto 3, c'est ce qui me permet de dialoguer avec S3, donc de récupérer les fichiers, de les écrire. On a la librairie Pilo, par exemple, c'est ce qui permet de faire la manipulation dans l'image, de la réduire.
Ensuite, on va récupérer les informations de l'event test3 qui a été invoqué, qui a invoqué la fonction lambda. Donc en gros, je vais récupérer dans mon contexte d'exécution de lambda les informations que j'avais dans mon event. Donc là, ça va être le nom du bucket et le nom du fichier qu'on voit ici, là, bucket name and key, c'est l'objet. Ensuite, via la librairie Boto, je connais le nom du fichier, je connais mon bucket, je vais télécharger mon fichier, mon image. Ensuite, via la librairie Philo, je lance une fonction là, qui me permet de resizer cette image. Voilà, donc c'était en 128 pixels x 128 pixels, voilà le paramètre qui est ici. Et dernière étape, c'est j'enregistre la nouvelle image via toujours la librairie Boto sur mon bucket S3 qui s'appelle comme le premier -resized. Voilà, c'est tout simple. Alors, donc bravo, on a fait une super fonction. Donc on a quand même créé un microservice là en quelques secondes. Ce qui est important de savoir, même si bon c'est qu'un exemple, hein, mais on a fait un microservice qui est autoscalable. C'est-à-dire que là on fait une image, c'est gentil, ça marche. Demain, si j'ai tous les utilisateurs de Facebook qui en même temps font la même chose, je n'ai pas à me préoccuper de l'infrastructure, ça va scaler tout seul. Amazon gère justement ce socle. Donc ça peut être ultra performant et en même temps, je peux l'utiliser pour des petits tests et ça ne coûte rien. C'est auto-immune, ça se répare toute seule. Voilà, ma fonction, je n'ai pas à me préoccuper, à monitorer le serveur ou savoir si j'ai assez de RAM, s'il est patché, si tout va bien. Non, voilà, si ça tombe en panne, ça se remet en route tout seul. Oui. Juste par contre, quand on va lancer donc, par exemple l'application, on va dire, le script, en gros, Amazon il peut récupérer tout ce qu'on a écrit, alors tout notre code, une fois qu'on le lance sur non, le serveur. alors, ça c'est une bonne question, justement, ça rejoint sur les problématiques de sécurité. Aujourd'hui, Amazon n'a pas accès aux données que tu déposes. Non, ils n'ont pas accès. Contrairement à Facebook, où là on est plus sur des frontières un peu compliquées, Amazon aujourd'hui a d'ailleurs des processus de sécurité très très poussés qui fait que déjà quand un employé a besoin d'avoir accès au stockage parce que c'est l'administrateur du stockage chez Amazon, il n'a pas accès aux données. Son compte est renouvelé tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, le manager de cette personne doit dire oui, il a le droit de se connecter sur le serveur. Après, tu as du chiffrement qui est fait. Donc aujourd'hui, non. Le seul cas possible, c'est avec les histoires de Patriot Act. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Patriot Act, on a aussi une loi européenne qui permet de faire la même chose. Sous demande d'un juge, en fait, Amazon peut donner aux autorités des données. Mais si les données sont chiffrées, ils vont donner des données chiffrées. Hein. Et puis si demain une entreprise sait que ces données sont exploitées par Amazon, Microsoft, etc., c'est une dégringolade de leur service. Ah bah, le business s'arrête. Le business s'arrête immédiatement. Ah, ils sont très très vigilants là-dessus. Il y a énormément de grosses entreprises qui ont leurs données sensibles sur le cloud aujourd'hui. Ça irait très très mal. Et très très vite. Alors, surtout sur le monde de l'entreprise, autant c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ce genre de contexte, il y a des ambiguïtés, parce que si vous regardez un peu les clauses contractuelles, des fois, il y a quand même des éléments qui peuvent mettre le doute. Là, non, c'est très clair. Déjà, quand on regarde les clauses contractuelles des clouds, le fournisseur de cloud n'a pas accès aux données, il ne peut pas y aller, et il met en place tous les processus. Et d'ailleurs, ils sont audités, ça c'est un élément important, via les ISO 27001, etc. Il y a des audits qui sont réalisés pour s'assurer, donc c'est des tiers de confiance, qui viennent s'assurer que tous les processus sont correctement appliqués. Et effectivement, si un jour il y avait l'information comme quoi Amazon récupérait des données des clients, là, le business s'arrête parce que les entreprises, c'est clair qu'elles reviendront directement en interne.
Donc on a parlé d'automine, hautement disponible. Donc pareil, j'ai pas besoin de m'occuper de la gestion de ma disponibilité. En général, en entreprise, quand on met une application comme ça, on va s'assurer d'avoir plusieurs fonds web, plusieurs bases de données, voilà, bah ça je m'en occupe pas. C'est performant par défaut. Alors évidemment, je peux cliquer la partie RAM, mais l'exécution de nos codes va être stable. Elle ne va pas être impactée par je sais pas, le contexte d'infrastructure, des problématiques réseau, etc. Mon code peut être mondial très rapidement. Donc ce que je viens de faire là, alors je ne sais plus où je l'ai déployé, la fonction lambda, il y avait une région, je crois que je l'ai mis aux États-Unis, mais je pourrais très bien le mettre en Europe, en Asie, en Australie, au Brésil. Voilà, je peux exécuter cette fonction que je veux. Et puis surtout, elle est reproductible, parce que je suis capable de créer des templates, je suis capable de coder la création de cette fonction et de la reproduire à l'infini si mon besoin est de créer ce type de fonction à l'infini. Donc, ce qui est important, c'est qu'en voilà, en utilisant cette fonction avancée du cloud qui est lambda serverless, je m'affranchis complètement des tâches de maintenance sur le socle d'infrastructure. Je n'ai pas de serveur, ce qu'on appelle le NoOps. Je m'occupe pas de savoir s'il est allumé, éteint ou s'il marche bien. Et on ne paye que ce qu'on consomme. Donc en gros, ma fonction, je peux la laisser 10 ans telle qu'elle est. Si je ne l'utilise pas, je paye 0. Et si d'un seul coup, j'ai un pic d'utilisateurs qui viennent mettre des milliards de photos, je ne paierai que le temps d'exécution de ma fonction. Alors, si je devais résumer cette session, et puis je suis assez bon au niveau timing, parce que je pile poil. Donc le cloud, si je vais faire une phrase pour résumer, c'est un outil qui permet de faire beaucoup plus, beaucoup plus vite, beaucoup mieux, différemment des autres pour innover avec moi. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis disponible. Alors sachez, parce que je suis aussi là pour un peu promouvoir Capgemini, sachez que si vous avez besoin de stage ou autre, vous pouvez nous solliciter. On est ravis de pouvoir accueillir des étudiants et de les intégrer dans des projets cloud ou autres, parce qu'on ne fait pas que du cloud chez Capgemini. En tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a beaucoup de projets très intéressants, donc n'hésitez pas. Je suis joignable sur LinkedIn, vous me trouverez assez facilement, ou sinon je vous laisserai mon mail pour ceux qui veulent. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, merci à vous pour votre écoute. D'abord, je vous remercie une petite minute, je vous remercie de votre intervention qui était super intéressante, je trouvais. On va innover quelque chose. Je vais vous demander de donner votre réponse, votre évaluation qualitative de la conférence. Je vais prendre en photo à main levée, si vous êtes d'accord. Je ne regarde pas. Donc, en fait, 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts. Voilà, c'est simple. Donc, si vous voulez vous prêter à ça, c'est très sympa. Donc, puisse prendre en photo la salle pour communiquer un peu sur le sujet. Merci. Vous n'avez pas prévu.